d'abord pour vous mettre en situation. Donc avec vos camarades, nous avons commencé à travailler sur les premières classes de mots, de noms composés, par catégorie grammaticale. Donc nous avons travaillé sur la classe nom plus adjectif ou adjectif plus nom, adjectif plus adjectif, et nous avons commencé à travailler sur la classe verbe plus nom. Bon, pour récapituler un peu rapidement ce que j'ai fait avec vos camarades la dernière fois, donc nous avons dit que pour nom plus nom, donc les deux noms s'accordent, hein, les deux éléments s'accordent, sauf si le deuxième complète le premier, hein, avec ou sans ellipse. Avec ellipse, par exemple, comme dans le cas station-service, hein, qui revient à dire station de ou pour le service, n'est-ce pas? Pour les autres classes, en revanche, donc c'est beaucoup plus simple, parce que dans la très grande majorité des cas, les deux éléments s'accordent sans problème, hein, comme pour nom plus adjectif, adjectif plus nom, ou alors pour deux adjectifs, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va poursuivre avec cette classe qui est quand même, enfin, pour laquelle l'accord n'est pas toujours systématique, classe verbe plus nom. Bon, je reprends quand même les trois premiers exemples qu'on a fait, hein, la dernière fois, pour que ce soit enfin plus clair pour la règle donc à mettre en place. Donc, on commence par les deux premiers, un chasse-neige et des tire-bouchons, qu'on va comparer justement pour en déduire la règle. Donc, d'abord, ces deux noms composés qui sont construits de la même façon, bien entendu, hein, verbe plus nom. Donc, autre petite remarque, lorsqu'on dit verbe plus nom, habituellement, le verbe est conjugué au présent simple, hein, ou au présent de l'indicatif, et avec le verbe, il y a un nom. Donc, ce qui importe ici vraiment, c'est le nom, hein. Le verbe ne s'accorde jamais, mais ce qui importe, c'est le sens du nom, hein. Par exemple, enfin, dans chasse-neige et tire-bouchon. Bon, chasse-neige au pluriel, ça donne quoi exactement? Oui. Neige ne prend pas de S, on est d'accord. Le verbe chasser, chasse, donc ne prend jamais de S aussi. Donc bon, là, je rappelle ce que j'ai dit là-dessus, parce que c'est nécessaire. Donc lorsque vous avez cette classe de mots, verbe plus nom, le verbe reste toujours, je répète, invariable, hein, il ne prend pas de S. Bon. Pour le nom, en revanche, suivant l'orthographe traditionnelle, le nom ne s'accorde pas, ne prend pas de S s'il est de sens générique, général, enfin générique, et prend un S s'il est de sens spécifique. Bon, je m'explique. Pour chasse-neige et tire-bouchon, par exemple. Chasse-neige, c'est, enfin, qui chasse la neige en général. Donc, la neige, le sens reste générique. Donc, suivant l'orthographe traditionnelle, invariable. Toujours est-il qu'il y a aussi cette approche de l'orthographe dite rectifiée de 1990, qui permet quand même de mettre un S à neige. N'est-ce pas? Donc, suivant cette orthographe de 1990, on peut mettre un S au nom, même s'ils sont de sens générique, ils ont fait ça en quelque sorte pour simplifier, même si ce n'est pas toujours aussi simple. Pour tire-bouchon, en revanche, bouchon est un nom qui a un sens ou qui est de sens spécifique. N'est-ce pas? Ce n'est pas le bouchon en général, c'est des bouchons. Donc, c'est un nom de sens spécifique qui prend toujours un S, que ce soit dans l'orthographe traditionnelle ou dans celle de 1990, peu importe. Est-ce que vous voyez bien la différence entre les deux? Parce que c'est cela qui va expliquer justement les accords. Donc, bon, ici, pour chasse-neige, donc on a dit que le verbe ne s'accorde jamais de toute façon. Le nom neige, en revanche, a un sens ou est de sens générique. Sens générique, c'est la neige. Donc, il reste invariable. Le verbe reste toujours invariable. Donc, on a cette orthographe aussi de 1990 qui permet de mettre un S à neige. C'est l'orthographe dite rectifiée de 1990. Bon, vos camarades m'ont posé la question, est-ce que lors du contrôle, est-ce qu'on est obligé de mettre tous les accords possibles? Non, enfin, moi je vous demande, je le répète, je vous demande seulement
Enfin, je vous demande un seul accord. Je ne vous demande pas forcément de mettre tous les accords possibles. Mettez un seul accord, mais bien sûr à condition que vous soyez capable de le justifier. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'accord suivant l'orthographe traditionnelle, l'accord suivant l'orthographe de 1990, et pourquoi pas les cas particuliers. Non, ce n'est pas ce que je vous demande. Un seul accord, enfin vous choisissez, vous pouvez prendre l'accord qui vous convient le plus, et vous le justifiez, c'est tout. Bon, pour tire-bouchon, en revanche, donc il y a un seul accord qui est possible ici. Tire, bien sûr, le verbe tirer, donc invariable. Le bouchon prend toujours un S parce qu'il est de sens spécifique. Donc il prend nécessairement un S. Est-ce que c'est clair pour cette règle? Non? Bon, oui, c'est peut-être, oui, dites-moi, quelle est votre question? Sens spécifique et sens générique. Bon, regardez. Essayez un peu de visualiser la chose ou l'objet dans la réalité. C'est-à-dire, chasse-neige. C'est ce qui permet littéralement, bien sûr, de chasser la neige. N'est-ce pas? Donc neige ne peut pas être mis au pluriel sauf dans l'orthographe de 1990. C'est cela un sens générique. C'est comme, rappelez-vous, j'ai proposé l'exemple salle de classe, des salles de classe. Dans l'université, il y a plusieurs salles. Donc salle, c'est un nom de sens spécifique. N'est-ce pas? Désigne quelque chose qui existe en plusieurs échantillons ou en grand nombre, etc., dont il n'existe pas qu'un seul échantillon, par exemple. Générique, par exemple, classe. Salle de classe, c'est salle de cours. N'est-ce pas? Donc, finalement, pour salle de classe, par exemple, salle prend un S parce qu'il est de sens spécifique. Il n'y a pas qu'une seule salle. Alors que classe, par exemple, est de sens générique. Voilà. Est-ce que c'est clair pour les autres, c'est pour cette règle? Parce que c'est elle qui va justement régir ces accords pour verbe plus nom. Parfois même, on a vu que dans certains noms composés qui se composent de deux noms, c'est bien cette règle aussi qui peut parfois régir l'accord. Par exemple, pour chef-d'œuvre, station-service, etc. Vous avez le même type de nom, un nom à sens spécifique, un nom à sens générique. C'est pas spécifique, générique. Donc c'est ce qui justifie ici l'accord ou le non-accord de ces noms. Oui, vous allez voir avec le troisième exemple, c'est encore plus clair. Donc gratte-ciel au pluriel. Alors, suivant cette même règle. Oui? Gratte ne prend pas de S, n'est-ce pas? Parce que c'est le verbe. C'est gratter, n'est-ce pas? Donc, gratte, le premier élément, de toute façon, dans verbe plus nom est toujours invariable. Le verbe est toujours invariable. Ciel, oui, c'est un nom de sens qui est générique, n'est-ce pas? C'est le ciel. Toujours est-il, comme je l'ai signalé à vos camarades, que d'après l'orthographe de 1990, on peut écrire gratte-ciel avec un S à ciel. Je leur ai signalé aussi que ciel, le pluriel ciel, et non cieux, le pluriel plus répandu cieux, ciel existe dans la poésie, dans le langage poétique, littéraire, comme idéal, par exemple, au lieu de idéaux. Idéal avec un S, ça existe aussi, par exemple. Mais ce sont des pluriels d'un emploi restreint. Enfin, vous les trouverez dans des textes littéraires, dans des textes poétiques, mais ce n'est pas le pluriel qui est courant. Donc pour gratte-ciel, donc c'est un seul ciel, c'est le ciel en général. Donc c'est un nom de sens générique qui, suivant l'orthographe traditionnelle, ne prend pas de S, et suivant l'orthographe de 1990, prend un S. Ils ont fait ça pour simplifier, mais finalement ils ont rendu la chose plus complexe. Donc finalement, gratte-ciel. Donc bien sûr, personne ne dit gratte-cieux. Gratte-ciel, donc. Ici, c'est le nom de sens générique. Verbe invariable, bien sûr.
Et vous avez cette orthographe, gratte-ciel, ciel avec un S. Regardez les deux noms suivants, à savoir allume-cigare et casse-tête. Oui, c'est le verbe, oui. De sens, oui. Spécifique, oui, tout à fait, oui. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de différence entre l'orthographe traditionnelle et celle de 1990. La différence, elle existe seulement par rapport aux noms qui sont de sens générique, hein. Mais il n'y a pas de problème pour les noms de sens spécifique. Ça prend toujours un S, ça va un peu de soi, hein, parce qu'il n'existe pas qu'un seul de ces objets ou de ces choses dans la réalité, hein. Voilà. Donc, autrement dit, donc pour allume-cigare, on a dit donc, donc cigare, nom de sens spécifique. Et vous voyez bien que pour les noms de sens spécifiques, je ne mentionne pas l'orthographe de 1990, parce que c'est la même graphie. Alors pour casse-tête, en revanche, oui, bien sûr. Pourquoi? C'est quoi un casse-tête? Oui, 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 ça c'est un exemple, mais oui, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Oui, oui, qui est réputé pour être hein, d'une certaine difficulté, ce qui fait réfléchir, etc., ce qui fatigue l'esprit, n'est-ce pas? Donc bien sûr, il y a un autre sens que j'ai signalé dans la fiche de corriger, mais que je signalerai maintenant. Donc bon, tête ici, et à prendre plutôt au sens abstrait, hein, c'est l'esprit. C'est littéralement ce qui casse la tête, hein, dans le sens de esprit, hein. C'est un mot qui a un caractère abstrait, donc qui est de sens générique. Donc casse-tête, invariable, suivant l'orthographe traditionnelle, avec un S à tête, suivant l'orthographe de 1990. N'est-ce pas? Il y a aussi un autre sens qui est beaucoup moins répandu pour casse-tête. C'est dans le sens, enfin, une sorte de massue qui est utilisée pour littéralement casser la tête à ses ennemis. Bon, bref, ça existe, bien que ce soit assez rare. Par exemple, j'ai signalé une occurrence dans Salammbô de Flaubert, le roman poético-historique Salammbô, 1862, juste après Madame Bovary. Donc, où Flaubert emploie casse-tête dans ce sens-là, pour décrire les armes dont s'étaient servis les mercenaires pour attaquer Carthage. Bref, donc, mais étonnamment, assez étonnamment, donc c'est même dans ce sens-là, au sens propre, casse-tête comme arme, etc., la tête au sens propre, moi j'ai remarqué que dans Salammbô, par exemple, même dans cette forme-là, ça ne prend pas de S. Ce qui est assez bizarre quand même. Parce que théoriquement, ça devrait prendre un S. C'est tête au sens propre. Peut-être qu'on a calqué, enfin, ce n'est pas peut-être, certainement, on a calqué, c'est le phénomène de calque en linguistique, c'est-à-dire lorsqu'on calque un usage sur un autre. On a certainement calqué l'accord de casse-tête dans le sens qu'on connaît aujourd'hui sur l'accord de l'autre nom. Ce qui donne lieu parfois à des erreurs. Par exemple, je me souviens de quelque chose. Je me souviens de quelque chose ou de quelqu'un, n'est-ce pas? Donc verbe transitif indirect. On y reviendra, hein. Mais on ne dit pas normalement je me rappelle de quelqu'un ou de quelque chose. On dit plutôt je me rappelle quelqu'un ou quelque chose. C'est cela l'emploi correct.
Parce que se rappeler est un verbe transitif direct, qui ne nécessite pas un complément d'objet indirect, mais plutôt un complément d'objet direct. Seulement, qu'est-ce qu'on a fait? Puisque se rappeler et se souvenir sont très proches sur le plan sémantique par rapport au sens, on a calqué l'emploi de se souvenir sur l'emploi de se rappeler, ce qui a donné lieu à cette erreur. C'est le phénomène de calque qui donne souvent lieu à des erreurs, à des impropriétés, des emplois un peu impropres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas impropres, ça veut dire qui est fautif, assurément, dans lequel il y a une erreur, mais qui a une certaine justification. Voilà. Par exemple, supposez que vous écrivez, vous êtes en train de rédiger, je ne sais pas, votre mémoire ou plus tard votre thèse, etc. Plutôt que de dire l'auteur, par exemple, l'auteur évoque quelque chose ou souligne quelque chose, vous dites l'auteur parle de. L'auteur parle de quelque chose. Ça, ce n'est pas faux sur le plan grammatical, mais c'est impropre, c'est-à-dire c'est à éviter. On ne dit pas que l'auteur parle de quelque chose, on dit qu'il souligne, qu'il met en relief, qu'il évoque quelque chose. Voilà, c'est le genre de choses à éviter dans la rédaction, par exemple. Voilà, bon. Donc, je disais, pour casse-tête, donc on a casse-tête. Donc, je retiendrai l'emploi le plus courant. Bon, l'autre existe. Voilà, vous l'avez dans ce roman de Flaubert. Dans les romans, épiques, un peu, vous l'avez. Donc, casse-tête, donc des casse-têtes. Invariable, ici le nom est de sens générique. « 1990, donc l'orthographe rectifiée de 1990 permet toutefois de mettre un S. Voilà, même remarque. Oui, ensuite, vous avez abat-jour et sèche-cheveux avec cette petite bizarrerie quand même. Oui, je suis assez critique à l'endroit de cette orthographe. Bon, pour certains aspects du moins. Donc sèche-cheveux au singulier avec cheveux au singulier, franchement. Bon. Généralement, on ne se sert pas d'un seul cheveu quand on n'a qu'un seul cheveu sur la tête. Enfin, ça va même à l'encontre de la logique la plus rudimentaire. Bref. Enfin, oui, réformer, oui, il faut réformer, c'est très utile. Plutôt que d'expliquer les règles et de comprendre les subtilités de la langue française, voilà, réformons à tout prix. Bon, allez, abat-jour. Bien sûr, enfin, je dis ça, enfin, je ne suis pas contre l'évolution de la langue, mais enfin, quelles sont justement les limites de un abat-jour? Alors, un abat-jour. Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Jour, le abat, c'est le verbe abattre, n'est-ce pas? Et jour, c'est un nom qui est de sens générique, bien sûr, donc qui ne prend pas de S, en tout cas dans l'orthographe traditionnelle. Encore une fois, en 1990, on peut mettre un S, jour avec un S. Donc, bon, abat-jour. Bien sûr, donc abat, c'est ce qu'on appelle, puisque ça vient du verbe abattre, et que c'est pourtant morphologiquement plus court que abattre, on appelle ça un déverbal. La dérivation en français est quelque chose de très intéressant. Donc, abat-jour. Des abat-jours, donc même chose. Bon, je vais mettre simplement générique, nom de sens générique, le verbe invariable, orthographe de 1990, abat-jour avec un S. Oui. Donc, oui, oui. En fait, oui,
Bon, j'allais dire quelque chose d'assez grossier, mais bon, je me tais, hein, surtout parce que je suis enregistré. Bon, bref, non, non, mais en fait, ils n'ont pas fait que ça, c'est-à-dire enlever des S ou mettre des S, etc. Même par rapport à certains emplois. Par exemple, le participe passé. Certains ont proposé de faire en sorte que ça reste toujours invariable, quel que soit l'auxiliaire, quel que soit le... Ou alors certains autres qu'il reste invariable seulement avec l'auxiliaire avoir. C'est aussi valable l'emploi de certains modes et temps de conjugaison, hein. Puisque vous faites de la linguistique pour la littérature, je suppose, vous travaillez certainement sur les modes, les temps, etc. Enfin, je pense. Bref, donc, par exemple, cette réforme orthographique de 1990 a porté aussi sur les modes. Plutôt que d'utiliser le subjonctif imparfait, par exemple, on utilise le subjonctif présent. Plutôt que de dire il fallait que j'allasse, dire il fallait que j'aille. Tout le monde le dit aujourd'hui, hein. Mais bon, si on veut vraiment écrire dans un français tout à fait correct, enfin, il y a quand même quelque chose qu'on appelle la concordance des temps, hein. Voilà, sinon, pourquoi pas aussi, je savais que je viendrais avec un i, un futur simple, plutôt que le conditionnel, hein. Oui, oui, ça c'est assez bizarre, hein. On le considère aujourd'hui, le subjonctif imparfait, aussi le subjonctif plus que parfait, ou encore le conditionnel passé dans sa deuxième forme. Tous ces modes étant, on le considère aujourd'hui comme assez soutenus, c'est-à-dire ils ne s'utilisent guère que dans les textes littéraires, hein. C'est bon, comment l'expliquer? C'est parce qu'on considère tout simplement que leur conjugaison est un peu délicate. Voilà, mais après, enfin, pour le subjonctif imparfait, ce n'est pas aussi dur que ça. Enfin, il suffit de prendre le radical du passé simple, d'ajouter SE, etc. Et puis pour il et elle, ajouter l'accent circonflexe, hein. Il fut, sans accent circonflexe sur le U. Il, elle fut, c'est le passé simple. Il fallait qu'il, elle fut, accent circonflexe sur le U. Voilà, après, c'est un peu, oui, je ne trouve pas vraiment d'explication. Mais c'est parce qu'on pense que c'est recherché, c'est un peu précieux. Il y a même un texte de loi, hein, qui permet, qui permet aux élèves, bon, vous n'êtes pas, enfin, vous êtes quand même à la fac, enfin, vous êtes, enfin, d'un niveau avancé, bien sûr, mais au lycée, par exemple, au collège, etc., les élèves ont le droit d'écrire il fallait que j'aille, plutôt que j'allasse, par exemple. Alors le conditionnel, enfin, deuxième forme de conditionnel, ou alors le subjonctif plus que parfait, n'en parlons même pas. Ce sont des temps qui ont été bannis d'abord de l'oral, ensuite de l'écrit. Voilà, allez savoir pourquoi. C'est considéré comme très soutenu, alors que bon. Oui, enfin, si on continue comme ça, enfin, bientôt aussi, le conditionnel présent va disparaître. On va mettre un futur, tout simplement. Mais oui, enfin, il faut aussi garder une certaine enfin, logique. Enfin, c'est assez bizarre. Oui, ils ont décidé un peu de simplifier. C'est pour ça qu'ils ont fait toutes ces réformes orthographiques. Bon, allez, sèche-cheveux. Oui, là, ça me semble évident quand même. Déjà que normalement, ça prend toujours un X, que ce soit au singulier ou au pluriel, hein. Donc oui. Oui, enfin, cheveux, ce n'est pas qu'un seul cheveu, donc c'est un nom de sens spécifique, n'est-ce pas? On est d'accord. Donc, et sèche, c'est le verbe. Donc, c'est la même logique que, par exemple, allume-cigare, etc. Bon, on va peut-être pas répéter. Donc, spécifique, verbe invariable. Bon, les capuchons, une phrase de Madame Bovary. Les capuchons raides des bonnes sœurs inclinées sur leur prie-dieu. Prie-dieu, donc le nom composé, c'est bien sûr prie-dieu. Oui, c'est générique, oui. Oui, vous avez raison. Donc, prier, c'est le verbe prier, bien sûr. Dieu, ici, dans cet emploi-là, c'est considéré comme un nom de sens générique, puisque cet objet appartient à l'univers de croyance du christianisme, n'est-ce pas?
Donc dans les religions monothéistes, on considère qu'il y a un seul Dieu. Donc autrement dit, Dieu est un mot de sens générique, n'est-ce pas? Mais si cet objet était par exemple s'il existait dans l'Antiquité par exemple, on pourrait très bien mettre un X à Dieu. Donc, mais c'est seulement en rapport avec ce qu'on appelle bien sûr l'univers de croyance. Un certain univers de croyance, c'est-à-dire les choses, enfin dans ce qu'on appelle la linguistique pragmatique ou l'énonciation. C'est quelque chose enfin d'assez simple à la fin. C'est quoi? Pour que nous puissions nous comprendre, hein, il faut que, au préalable, nous partagions certaines croyances, hein, une certaine culture. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, enfin, je vais proposer l'exemple des jeux de mots. Les jeux de mots, par exemple. J'aime bien les jeux de mots, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Bon, donc oui, il y a le phénomène de figement dans les jeux de mots qui est intéressant. Oui, j'essaie de me justifier un peu. Bon, bref. Donc, par exemple, pour comprendre certains jeux de mots, certaines allusions, etc., il faut justement avoir en commun cet univers de croyances, hein. Par exemple, quand vous lisez un texte littéraire, vous lisez une fable de La Fontaine, hein, enfin, La Fontaine qui n'était pas, bon, un très grand poète, mais ses poèmes sont quand même intéressants sur le plan linguistique et grammatical. Bref, si vous lisez par exemple une fable de La Fontaine, pour comprendre ce qui se passe dans la fable, vous devez impérativement partager un certain univers de croyance avec l'auteur. Accepter, par exemple, que, voilà, les animaux peuvent parler. Tout simplement. Il y a un poème sur ça de Victor Hugo. Oui, avant les animaux parlaient, chez Pyrrhos c'est un fait, chez Homère un prodige, etc. Il y a tout un poème de Victor Hugo sur ça, sur l'univers de croyance, justement. Donc les choses qu'on est supposé partager pour que nous puissions communiquer. Donc là, ça appartient justement à un certain univers de croyance. Donc même ici, pour ce cas en particulier, même l'orthographe de 1990 ne met pas de X, hein, ne met pas le pluriel parce que ça serait quand même un peu embêtant, hein. Voilà. Donc, je disais, pour prier Dieu, donc déprie Dieu, prix invariable, Dieu invariable aussi. Donc déjà qu'il y a la majuscule, hein, ça serait donc verbe et nom de sens générique. Pas de différence ici entre les deux orthographes, parce que cet emploi, enfin de cette occurrence, cet emploi, donc se rapporte à l'univers de croyance du monothéisme, quoi, c'est tout simplement. Se rapporte à l'univers de croyance du monothéisme, spécialement du christianisme. Voilà l'explication. Oui, il y a des cas où même même les adeptes de l'orthographe rectifiée de 1990 n'osent pas mettre de pluriel, hein, parce que, enfin, ça ne marche pas tout simplement. Ça risque de devenir un peu, oui. Donc un ou une trompe la mort. Oui, donc là, ce nom est tout de même un peu différent des autres du point de vue de sa construction, hein, parce que nous avons certes le verbe plus le nom, mais entre les deux, nous avons un article défini, hein, qui est ici là, le, etc. Donc qu'est-ce que cela implique? Un ou une trompe la mort. Donc au pluriel, ça donne quoi? Et pourquoi? Oui? C'est générique, oui. Donc le nom reste invariable, que ce soit dans l'orthographe traditionnelle ou celle de 1990. Parce que là, c'est clairement, enfin, il est clairement souligné que c'est la mort, en général. Donc personne ne dirait des trompes les morts, hein. Ça n'aurait absolument aucun sens, hein. Donc enfin, on voit quand même les limites
de leur théorie un peu farfelue. Donc, bon, après, je respecte enfin toutes les opinions. Moi, je ne partage pas ça. Enfin, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Bref. Donc, là, on a dit un ou une trompe la mort. Donc là, nous avons bien sûr l'article défini là, qui souligne bien sûr que mort est un nom de sens générique. Donc il n'y a aucun doute à avoir ici. Donc là, générique, donc nom de sens générique qui ne s'accorde pas, le verbe invariable. Aucune différence entre l'orthographe traditionnelle et celle de 1990. Ensuite, vous avez un couvre-chef. Donc c'est bon pour ces occurrences-là, je suppose. Un couvre-chef. Alors, au pluriel, ça donne quoi? Et pourquoi, bien entendu? Oui. C'est vrai qu'on serait tenté de comparer justement couvre-chef à casse-tête. Seulement, il y a une petite différence. Oui, tout à fait, oui. Chef, ici, chef, bien sûr, à entendre dans le sens de tête. Je pense que je l'ai déjà dit ça, mais bon, même si je me répète, c'est toujours utile. Bon, chef, caput, hein, du latin caput, etc. Et ça a donné le cas régime en ancien français chief. C'est la tête. Parce que symboliquement, le chef, c'est celui qui est à la tête hein, de quelque chose, n'est-ce pas? Le chef. Hein. Donc c'est la tête qui commande, c'est la tête qui pense, etc. Donc sur le plan symbolique, c'est cela. Hein. Donc ici, chef, un couvre-chef, ça ne sert pas à couvrir qu'une seule tête. Ah, c'est tout simplement qu'un seul chef. Donc oui, vous avez aussi le mot chef dans ce sens-là qui est utilisé dans certaines autres occurrences, telles que de rechef. Vous connaissez cette expression? De rechef. Oui, ça veut dire, de nouveau, oui, de rechef. En un seul mot, comme ça. De rechef. N'importe quoi. Bon. De rechef. Donc oui, dans ce sens-là, c'est chef dans le sens de cap aussi, hein, comme dans décapité. Hein. Ces mots partagent tous la même racine hein, étymologique. Donc couvre-chef. Ici, chef, bien que le sens soit, bien sûr, facile à rapprocher de tête dans casse-tête, ici, il s'agit plutôt, on va dire, d'un objet, de quelque chose qui a un sens spécifique. D'un nom, hein, évitons le problème de sens spécifique. Chef, donc spécifique. Et bien sûr, couvre le verbe couvrir. Oui, ayant droit est un peu plus compliqué. Ayant droit. Ça mérite quelques remarques. Ça s'écrit aussi bien avec le trait d'union, avec le tiret, que sans. On a dit que pour certains noms composés, il y a plusieurs graphies. Donc alors, qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Ayant, oui, comment vous expliquez justement que ce soit un verbe? C'est quoi sa forme grammaticale? Oui, c'est un participe présent à valeur verbale. Rappelez-vous, le participe présent peut avoir soit une valeur verbale, soit une valeur adjectivale. J'ai posté un court extrait sur ça hein,
sur la plateforme Selene. Donc, c'est ce qui fait en sorte que le participe présent s'accorde ou ne s'accorde pas, hein. Rappelez-vous, des enfants obéissants, obéissant avec un S, obéissant à leurs parents, obéissant sans le S parce que c'est qui obéissent. Donc ici, on peut considérer effectivement que ayant, c'est un verbe, c'est un participe présent à valeur de verbe, donc qui reste invariable. Bon, pour droit, il me semble que c'est clair, ce n'est pas qu'un seul droit, c'est plusieurs droits, donc nom de sens spécifique prend un S. Même si, moi, personnellement, j'ai trouvé une fois à la graphie droit sans le S, qui m'a un peu étonné d'ailleurs. Parce que bon, vous savez ce que c'est un ayant droit, je suppose, hein? Non? Bon. Sur le plan légal, un ayant droit, par exemple en parlant des écrivains, c'est quelqu'un qui est libre de disposer de la possession d'autrui ou alors de son œuvre littéraire, etc., hein, après sa mort. Par exemple, pourquoi aujourd'hui vous trouvez Madame Bovary un peu partout? Pourquoi ce n'est pas protégé par des droits d'auteur, etc.? Parce que Flaubert n'avait pas d'ayant droit. Mais si vous essayez par exemple de télécharger, je ne sais pas, d'autres romans, œuvres, etc., ça va être assez difficile quand même, parce que c'est protégé, hein. Alors que Madame Bovary, par exemple, est dans le domaine public. Mais le ministère de la Culture, à ma connaissance, peut aussi demander à ce qu'une œuvre tombe dans le domaine public. Si c'est vraiment une œuvre enfin, fondatrice, très connue, etc., à condition de rémunérer les ayants droit. Oui, donc, parce que enfin, c'est eux qui disposent de ces droits. Par exemple, pour la correspondance de Flaubert. Jusqu'à M. Jean Bruno, qui a édité les 3 premiers tomes de la correspondance de Flaubert dans la collection de la Pléiade, on n'avait qu'une partie de la correspondance. Parce que bon, c'est vrai que j'ai dit Flaubert n'avait pas d'ayant droit, mais pour la correspondance, si. Il y a Madame Caroline Groot, Franklin, la nièce de Flaubert, qui possédait une partie de sa correspondance. Après, elle a accepté, elle a donné son agrément pour que cette partie de la correspondance tombe dans le domaine public. Donc c'est comme ça que Jean Bruno l'a eu et qu'on a aujourd'hui à peu près toute la correspondance de Flaubert. Il y a quand même des lettres inédites, surtout 1840, 1850, que vous trouverez sur le site de Rouen, qui appartiennent à certains catalogues, etc. Mais vous avez quand même dans le 5e volume de la correspondance, vous avez lettres retrouvées, vous avez les lettres qui étaient inédites avant. Et ça, c'est bien, c'est des choses... ça éclaire, enfin la correspondance de Flaubert éclaire vraiment sur son œuvre. Bref, donc ayant droit. Donc ayant, soit on le considère comme un participe présent à valeur verbale, ne prend pas de S, soit un participe présent à valeur d'adjectif, et dans ce cas, il prendrait un S. Voilà, c'est... Donc finalement, soit on considère que ce nom composé comporte un verbe plus un nom, ou un adjectif plus un nom. C'est possible pour ce... Il y a de l'ambiance, hein. C'est possible pour ce cas-là. Alors, donc, je disais, un ayant droit, avec ou sans le trait d'union, sans le tiret. Donc, 2 interprétations. Donc, ayant, si je mets un S à ayant, c'est que je considère que ayant est un participe présent à valeur d'adjectif ou à valeur adjectivale. Droit, c'est le nom qui est de sens spécifique, bien sûr. Deuxième interprétation possible, ayant droit qui a le droit. Donc, considérez que ayant, c'est un participe présent à valeur verbale. Donc, dans ce cas, il ne prend pas de S. Ayant droit, donc, participe présent, ça serait dans ce cas un participe présent à valeur verbale. Et plus un nom de sens spécifique. J'ai quand même trouvé la graphie aussi ayant droit sans le S à droit. Bon, peut-être qu'on considère que ayant droit, c'est le droit en général, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Oui, est-ce que c'est clair jusque-là? Pour ces règles. Oui, pour les autres classes, sauf peut-être pour grand et garde, ça va être assez simple.
Donc, la classe de mots suivante, c'est adverbe ou bien préposition plus un nom. Bon, j'efface les deux premières occurrences. Donc, adverbe ou bien préposition en premier lieu, en première position, plus le nom. Oui, observez un peu tous ces noms composés. Une arrière-saison, un à-coup, un contre-jour, une avant-première. Bien sûr, le premier élément est toujours soit un adverbe, soit une préposition. Le deuxième, un nom, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Pour ces noms composés? Alors, oui, dites-moi, oui. Oui, 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 oui. Donc, ce sont des classes de mots invariables à la base, hein. Oui, bien sûr. Donc, que va-t-on en déduire par rapport à ces accords? Concentrez-vous d'abord sur la première classe de mots, adverbe ou préposition. C'est très simple, c'est très simple. Ne cherchez pas des explications un peu. Oui. L'adverbe ou la préposition reste toujours invariable. Le nom, en revanche, prend toujours un S. C'est toujours comme ça, on va dire, pour bon, 90% des cas. Bon, après, il y a toujours des cas un peu problématiques, c'est vrai. Mais bon, enfin, j'éviterai quand même de vous interroger sur une occurrence qui existe sur. Enfin, qui n'est pas comparable à 100 000 autres, non. Enfin, je ne vous donnerai pas ça, ne vous inquiétez pas trop pour ça. Mais il y a toujours des cas un peu, hein, des cas un peu litigieux, un peu particuliers, hein, c'est sûr. Mais en règle générale, adverbe ou préposition plus nom, l'adverbe ou la préposition reste invariable, le nom prend un S. Autrement dit, arrière-saison, saison S, arrière-rien, à-coup, même chose, hein, contre-jour, S à jour, et avant-première, première donc prend un S, première ici qui est certes un adjectif, mais qui est substantivé, qui est utilisé comme nom. Rappelez-vous, la dérivation impropre. D'ailleurs, j'ai posté un cours extrait sonore sur ça dans votre espace de cours. Donc là, la règle est très simple. Enfin, on tient compte, autrement dit, de, de la variabilité de la classe d'origine. Une préposition ou un adverbe, à la base, ça ne s'accorde pas. Enfin, sauf si, bon, pour la préposition, si on a des articles contractés, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, oui, donc là, euh, une arrière-saison. Donc, autrement dit, je vais mettre tout de suite les accords, donc des arrière-saisons. Arrière sans rien, saison prend un S. Donc, vous voyez bien que pour ces classes-là, on ne tient pas compte du sens du nom. Qu'il soit de sens générique ou de sens spécifique, peu importe. Cette règle, on l'applique, hein, sens générique, sens spécifique. On l'applique seulement pour la classe verbe plus nom et pour certaines occurrences, pour certains exemples dans la classe nom plus nom, mais pas pour les autres. Enfin, ne l'utilisez pas pour les autres combinaisons de mots. Donc, des arrière-saisons, arrière-rien, saison S, donc à coup aussi, donc A bien sûr ne prendra pas de S, contre-jour, contre. Et avant-première, bien sûr avant reste invariable, première prend S. Donc la règle est la suivante, l'adverbe ou la préposition donc, sont invariables. Quant au nom, il s'accorde. Donc le nom s'accorde, il est variable, enfin il prend la marque du pluriel, variable en nombre.
Oui, je pense que là, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il n'y a pas à vrai dire de problème hein, pour cette classe de mots. Donc, vous avez ensuite verbe plus verbe. Verbe plus un autre verbe. Donc, alors, un savoir-faire, un laisser-aller, un va-et-vient, laisser-passer. Donc, comment on fait au pluriel? Bon, là, j'y vais un peu, peut-être rapidement, mais c'est parce que c'est simple, hein. Il n'y a pas vraiment beaucoup de subtilité ici. Donc, au pluriel. Bien sûr, lorsqu'on dit verbe plus verbe, hein, le verbe peut très bien être soit à l'infinitif, soit conjugué, hein. Comme vous voyez ici, par exemple, le savoir-faire infinitif, va et vient conjugué, hein. Parfois, ils sont coordonnés avec et, mais ça ne change rien. Oui, invariable, oui, ils ne s'accordent pas. Aucun des deux éléments ne s'accorde. Bon, pourquoi? Parce que le verbe, de base, c'est une classe de mots qui est invariable, en tout cas, qui ne s'accorde pas comme le nom. N'est-ce pas? N'oubliez surtout pas que tous ces mots sont utilisés dans des noms. Donc l'accord qui va se faire, c'est l'accord suivant la logique du nom. Voilà, mais bon, une petite remarque quand même, une petite remarque. Si vous faites la comparaison entre laisser aller ici, un laisser aller, et dans les premières occurrences non plus non, vous avez aller-retour. Aller-retour prend un S, les deux prennent un S, en tout cas d'après l'Académie française. Il y a d'autres accords, peu importe. Parce que, parce que dans aller-retour, aller, c'est un verbe qui est utilisé comme nom. C'est un verbe substantivé par dérivation impropre. Alors que dans laisser aller, aller c'est un verbe, il n'est pas utilisé comme nom. Laisser aller. Deux verbes. Voilà, autre petite remarque aussi. Pour va et vient. Moi j'entends parfois à l'oral vas et viens. Enfin, il m'est déjà arrivé d'entendre ça, des va-et-vient, même si à mon sens c'est un peu, oui, c'est peut-être pour mettre l'accent, parce que généralement, quand on dit ah, il y a beaucoup de va-et-vient, etc., c'est qu'on est gêné justement par ça. C'est comme si on voulait mettre l'accent sur le nombre hein, de va-et-vient pour dire à quel point ça nous dérange. Bref, donc, mais ce S qu'on ajoute à l'oral est un S qui est purement euphonique. J'ai parlé de l'euphonie. Je vais d'ailleurs poster un court extrait sur ça. L'euphonie, c'est la modification de la forme du mot pour en faciliter la prononciation. Donc mes va-et-vient, jamais de S. Hein. Un va-et-vient, des va-et-vient. Même chose pour tous les autres mots. Que les verbes soient conjugués ou à l'infinitif, ou qu'ils soient coordonnés ou non coordonnés. Par exemple, dans va-et-vient, vous avez la conjonction de coordination et. Invariable. Ici, on tient compte de la classe de mots d'origine qui est le verbe, qui ne s'accorde pas comme le nom, évidemment. Ce ne sont pas les mêmes critères. Donc, tous ces noms restent invariables. Des savoir-faire. Ici, savoir aussi, même remarque. Ce n'est pas comme lorsqu'on dit, par exemple, avoir du savoir, posséder le savoir, etc. Ça, c'est un verbe qui est substantivé, qui est utilisé comme nom. Mais là, c'est savoir faire. C'est un verbe qui garde son emploi initial hein, en tant que verbe. Ce n'est pas un verbe qui est employé comme nom. Donc, des savoir-faire, invariable. Donc, même chose pour tous les autres mots. Hein. Aucun des deux éléments ne prend de S, tout simplement. Va et vient et laisser passer. Des va et vient. Et puis finalement, des laisser passer. Donc, autrement dit, donc, la règle, elle est fort simple.
verbe plus un autre verbe, les deux éléments restent invariables. Parce qu'on tient compte du fait que ce soit employé comme de vrais verbes, entre guillemets, et qu'il ne soit pas employé comme nom, par exemple par dérivation impropre. Donc, verbe plus un autre verbe, donc le nom composé est ou reste invariable. Donc on continue, oui. Alors, pour ces noms composés avec grand et garde, non composés, donc qui commence bien sûr par l'un des deux éléments, grand ou garde. Grand et garde. Donc tout va justement définir, tout va dépendre, pardon, du sens de garde. Et puis pour grand, il y a une explication qui est d'ordre étymologique. Bon, je donne des exemples très simples ici. Voilà, le plus classique qui soit grand-père, grand-mère, grand route et grand place, parfois avec une apostrophe, surtout au 19e siècle. Donc, alors, pour les, pour les deux premiers, comment est-ce que vous les mettez au pluriel tout simplement et pour quelle raison? Donc, allez, dites-moi, c'est quoi la différence manifeste entre ces deux noms? Oui? Oui, enfin, dites-moi ce que vous... Pour grand-père, bon, les deux s'accordent. Pour grand-mère, en revanche, comment vous faites? Comment vous l'orthographiez? Oui? Grand sans S et mère avec un S. Alors que grand-père, les deux prennent un S. Bon, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi, je suppose. Oui? Personne ne dit grande-mère, c'est vrai. C'est pour des raisons évidentes de phonie d'abord. Mais il y a quand même une explication que bon, j'ai déjà donnée à vos camarades, c'est que l'adjectif grand, quand il était utilisé en ancien français, il était éponyme ou bien neutre. Il était utilisé avec la même forme pour le masculin et pour le féminin. Ça s'écrivait grand avec un T, ce qui explique pourquoi, lorsque grand est suivi d'un nom qui est masculin, les deux s'accordent sans problème. Mais lorsque grand est suivi d'un nom qui est féminin, grand ne s'accorde pas, ne prend pas la marque du pluriel, et le nom féminin prend la marque du pluriel. Voilà. C'est seulement, ça ne peut être expliqué que par l'étymologie de grand, par la racine de ce mot, qui était éponyme ou bien neutre en ancien français. Même chose d'ailleurs pour grand route. Personne ne serait tenté de dire grande route, sauf une grande route, c'est autre chose, mais dans le nom composé. Ou grand place, même chose, route prend un S, place prend un S, mais pas grand. Parce que les deux noms ici sont féminins. Donc ici, il y a ce qu'on appelle une survivance d'un ancien emploi de grand qui était un adjectif neutre en ancien français. Voilà, c'est la seule façon, je pense, d'expliquer la chose. Après, on peut avancer plusieurs sortes de raisons, la prononciation, l'euphonie, etc. Mais ça ne marche pas vraiment pour ce nom. Donc là, pour d'abord ces mots avec grand. Donc on a dit, donc des grands-pères, les deux prennent un S. Pour grand-mère, en revanche, donc grand sans S, mère avec un S. Même chose pour grand route. Route S, grand invariable. Grand place également. Bon, l'explication, elle est d'ordre étymologique. La règle d'abord est que lorsque grand
est suivi d'un mot masculin, d'un mot masculin ou d'un mot masculin, donc les deux éléments s'accordent, aussi bien grand que le nom. Les deux éléments s'accordent, prennent la marque du pluriel tout simplement. Et lorsque grand est en revanche suivi d'un nom qui est féminin ou qui est au féminin, donc seul le nom s'accorde, mais grand reste invariable. Donc suivi d'un mot féminin. Donc seul ce mot qui est au féminin s'accorde. Seul le nom, parce que c'est un nom, s'accorde. Donc l'explication ici est d'ordre étymologique, parce que grand, en ancien français c'était grand, en prononçait la consonne, du latin grandis, qui est un adjectif éponyme, ou bien neutre si vous préférez. Éponyme ou bien neutre. Bien sûr, éponyme n'est pas utilisé dans le sens que vous connaissez, je pense, comme lorsqu'on dit un roman éponyme, par exemple. C'est-à-dire qui porte le nom de son personnage principal. Par exemple, Madame Bovary est un roman éponyme. Donc, c'est un autre sens, en fait, relatif à l'évolution de la langue, relatif à ce qu'on appelle la linguistique diachronique, qui analyse les différents états de la langue, diachronique par opposition à synchronique, qui, par exemple, étudie seulement l'ancien français, ou seulement le moyen français, ou seulement le français moderne. Ce qu'on appelle aussi plus largement la linguistique historique, qui est quelque chose de très intéressant. Bon. Voilà pour grand. Est-ce que c'est clair pour vous, hein, pour cette règle? On va bien sûr voir ce qu'il en est des noms composés où il y a garde cette fois. Vous avez plusieurs exemples, hein. Garde-chasse, garde-forestier ou forestière, garde-malade et garde-boue. En fait, ça dépend du sens et aussi de la classe grammaticale de garde. Par exemple, c'est quoi la différence entre garde-forestier et, par exemple, garde-boue? On prend les deux exemples peut-être les plus clairs. Oui? C'est une personne, c'est gardien ou gardienne, n'est-ce pas? Donc, ce qui implique quoi au niveau de l'accord? Ce qui implique que garde ici n'est pas un verbe, mais plutôt un nom. Un gardien, une gardienne, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça implique que c'est un nom. Donc, autrement dit, il va prendre le S, il va s'accorder. Par contre, l'accent est mis dans les autres occurrences. Dans d'autres occurrences, l'accent est plutôt mis sur l'aspect verbal, sur garde employé comme verbe dans le sens de garder, protéger, veiller sur quelqu'un, etc. Donc, s'il est employé avec ce sens verbal, il va être considéré comme un verbe, il ne va pas s'accorder. Donc, le problème pour les mots avec garde, il s'explique justement par ce qu'on pourrait considérer comme une forme d'homophonie et d'homographie. On a des mots qui s'écrivent de la même façon, qui se prononcent de la même façon, sauf que il y a des classes grammaticales différentes. Voilà. D'où un peu ces subtilités, d'accord? Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Pour garde-chasse. Garde-chasse, donc garde ici ne prend pas de S, chasse prend un S. Garde-forestier et forestière, les deux éléments s'accordent sans problème, parce que c'est clair qu'il s'agit du sens de gardien, gardienne. Pour garde-malade, c'est vrai que c'est une personne. C'est vrai que c'est une personne, mais garde-malade, on met l'accent justement sur veiller sur. Veiller sur, garder, protéger, s'occuper d'eux, etc. On met l'accent sur l'action. Ce qui fait que pour garde-malade, vous avez le verbe garder, qui ne prend pas de S, et vous avez malade, qui habituellement prend un S,
hein, parce que c'est considéré comme un nom de sens spécifique. Autrement dit, pour ces noms-là, avec garde, soit on applique la règle verbe plus nom, soit on applique la règle des noms plus nom ou nom plus adjectif. Voilà ce qu'il faut retenir. Bon, je vais quand même noter cela. Donc pour les mots composés ou les noms composés comportant garde en première position. Donc, oui, parce que toujours en première position, parce que ce n'est pas la même chose, par exemple, que pour avant-garde. Avant-garde, donc c'est tout simple. Vous avez avant qui est une préposition plus garde. Donc c'est les règles de préposition plus nom. Cette règle, vous n'en tenez compte que lorsque garde est placée en première position. Voilà, c'est la position des mots est importante. Sauf bien sûr lorsque vous avez la même classe de mots qui se répètent. Nom plus nom, verbe plus verbe, etc. Là, c'est interchangeable. Mais là, la position est importante, la position des mots. Donc, pour garde, je disais que si l'accent est mis sur la personne qui accomplit l'action, donc qui est sur la personne, donc, et que garde signifie gardien ou bien gardienne, donc accord de garde dans ce cas. Voilà le premier cas de figure. Le deuxième, si l'accent est mis cette fois sur l'action, l'action de garder, protéger, veiller sur, s'occuper d'eux, etc. Donc garder, veiller sur, etc. Donc dans ce cas, garde est bien considéré comme un verbe, c'est le verbe garder, hein, et reste invariable. Donc garde est un verbe qui, bien sûr, reste invariable. Donc si vous avez des noms composés qui commencent par garde, la première chose à vérifier, c'est le sens de garde. Voilà, il faut vérifier le sens. Donc autrement dit, au niveau des accords, vous aurez ici, donc, qu'est-ce qu'on a au juste? On a garde-chasse, donc garde-chasse. Chasse, bon, ça dépend des orthographes. Normalement, c'est un nom de sens générique. On revient à la règle verbe plus nom. Hein. Orthographe de 1990, on peut mettre un S, etc. Bon, pour garde forestier, c'est dérivé, donc tous les deux éléments prennent un S. Garde forestier, etc. Accord. Parce que là, c'est un nom, alors que là, c'est un verbe. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc, garde malade et garde-boue. Garde reste invariable dans les deux. Même si garde malade, ça désigne une personne. Donc l'accent est mis sur l'action plutôt que sur le sujet qu'il accomplit. Donc, verbe, bon, pour malade, ça peut prendre un S, suivant les deux orthographes, mais normalement c'est un nom de sens spécifique. Même chose pour bout, qui est un nom de sens générique, mais qui, suivant l'orthographe de 1990, prend un S. On revient à ces règles de verbe plus nom. Des remarques, des questions sur ça peut-être? Sur ces mots avec grand ou garde? Je vous laisse cette partie. Alors, est-ce que c'est clair pour ces classes de mots? C'est vrai que parfois, ce n'est pas évident de savoir si l'accent est mis sur
sur le sujet qui fait l'action, c'est-à-dire si garde est utilisé dans gardien, comme dans le sens de gardien ou gardienne, ou si l'accent est mis sur le verbe. C'est vrai, spécialement lorsque le nom composé avec garde désigne une personne. Lorsque ça désigne un objet, en revanche, lorsque le nom composé avec garde désigne un objet, garde reste toujours invariable. Garde-meuble, garde-robe, garde-feu, etc. Dans tous ces mots, garde reste invariable. Lorsqu'il désigne notamment un objet. Parce que le sens est toujours celui de protéger, de garder, veiller sur, etc. Il reste une dernière classe de noms composés, ceux qui sont construits avec un élément savant, ou contenant un élément savant, non composés avec un élément savant. C'est-à-dire qui a été inventé par des spécialistes, hein, des grammairiens, des linguistes, etc. Donc le nom composé avec un élément savant, bien sûr, là, l'élément savant en question, il est toujours placé en première position. Toujours. Vous avez ici notamment micro-ordinateur, hispano-indien, anti-inflammatoire et anglo-saxon. La particularité de ces noms composés avec un élément savant, c'est que dans plusieurs cas, ils peuvent aussi être utilisés comme adjectifs. Par exemple, anglo-saxon, anglo-saxonne, ça peut aussi être un adjectif. Mais là, on l'étudie en tant que nom, n'oubliez pas. Donc, bon, alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait pour cette dernière catégorie de noms composés? Vous auriez tendance à accorder ou à ne pas accorder quel mot? Oui? C'est ce qu'on doit faire en effet, oui. Le premier élément, qui est l'élément savant, reste toujours invariable. Micro-ordinateur, hispano, jamais de S à micro, hispano, anti-anglo. Le S, on le met à la fin du nom, c'est-à-dire c'est seulement sur le nom. Ordinateur, indien, inflammatoire, saxon prennent tous un S. Il y a une explication à cela, bien sûr. L'explication est que la première partie de ce nom, anglo, anti, etc., ce sont des mots de liaison à la base, presque des préfixes, qui servent à former les mots. Et les préfixes ici ne prennent pas de S ou de... C'est comme lorsque vous dites par exemple faire, refaire. Faire, refaire. Le préfixe re, c'est un élément qui a une forme fixe. Il ne prend pas de S ou de... Voilà. Donc c'est un peu la même logique. Donc nom composé avec un élément savant. L'élément savant en question, qui est le premier, reste invariable, le nom s'accorde. Donc micro-ordinateur hispano-indien, donc tous ces mots. Donc micro sans S, ordinateur avec un S. Hispano, pas de S. Indien, S. Anti-inflammatoire. Inflammatoire prend un S aussi. Mais pas anti, qui est vraiment un préfixe. Donc anti-inflammatoire. Et puis anglo-saxon. C'est saxon qui doit prendre un S et pas anglo. Donc la règle, elle est bien simple. Donc l'élément savant. L'élément savant ne s'accorde pas. Mais le nom qui le suit, en revanche, s'accorde. Prend la marque du pluriel. Le nom qui le suit s'accorde. Enfin, à ma connaissance, il n'existe aucune exception à cette règle. Pour cette classe de mots en particulier. Si vous en trouvez, je serai vraiment content que vous m'en fassiez part. Donc oui, juste une petite remarque sur le contrôle. Donc l'activité que je ferai avec vos camarades la prochaine fois,
j'ai déjà posté, enfin si vous voulez avoir une idée sur ce que c'est l'accord du verbe à sujet multiple. Donc, après cette activité, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, ça sera votre semaine, hein, entre guillemets. Donc, on va faire un module de révision. On va réviser ensemble avec des exercices un peu sur le même modèle que le contrôle, hein, et vous allez savoir sur quoi vous allez être interrogé. Mais ça va être l'accord des participes passés, verbes pronominaux et non pronominaux, plus, bon, les adjectifs de couleur, cette fois, je ne vous interrogerai pas là-dessus. Ce sera plutôt les noms composés, avec tout ce qu'on a vu ici, plus ce qu'on va faire la prochaine fois, les verbes à sujet multiples, et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Parce qu'il y a 4 exercices en tout. Donc, oui, mais oui, c'est ça. Enfin, il y a 2 exercices sur le participe passé. Donc, 2 exercices sur le participe passé, un exercice sur les noms composés, et un dernier exercice sur l'accord du verbe à sujet multiple. D'accord? Donc, si vous voulez, je peux d'ores et déjà vous donner la fiche, hein, de cette activité. Je vais le faire. Fin de l'enregistrement.